Jean-Pascal Van Dieperzeel, vous êtes climatologue, vice-président du GIEC. Vous avez donc une vision planétaire et du point de vue que vous occupez, est-ce que ça a du sens de penser à une éolienne des enfants à Houillet? Est-ce que, pour paraphraser Bernard Delville, quand vous entendez ça, vous êtes le climatologue qui rit ou le climatologue qui pleure? C'est une question que je me suis posée en préparant cet exposé. Ceux qui me connaissent savent que je ne fais jamais deux fois le même exposé. Donc, j'ai essayé de me mettre dans l'esprit de la journée. On m'a demandé de parler du lien entre initiative locale et changement climatique. Et changement climatique, je connais un petit peu, mais initiative locale, oui, bon, j'ai fait ce que je pouvais chez moi, etc. Mais je suis allé voir alors la définition d'initiative locale de Crédal. Et je suis parti de là et j'ai construit mon exposé, ou en tout cas la structure autour de cela. Et j'ai lu dans les documents de Crédal que, et vous excuserez une inversion de puce, que vous comprendrez peut-être à la fin, caractérisait les initiatives locales de cette manière, en disant qu'il y avait 4 caractéristiques importantes. D'abord, l'identification d'un besoin collectif, qui ne trouve pas de réponse prévue par la collectivité, pour lequel une réponse adéquate mais audacieuse est envisagée, on ne l'a jamais fait, et qui est portée par des gens inspirés. Et donc je suis parti de là et je me suis dit que j'allais structurer mon exposé en partant de l'identification du besoin collectif. Bon, ça c'est évidemment la partie où je vais parler des changements climatiques, en partant de 3 sous-questions d'une certaine manière, qui sont les trois grandes questions auxquelles le dernier rapport du GIEC, le 5e rapport du GIEC, dont le 3e volume a été publié au mois d'avril, essaye de répondre. Que se passe-t-il dans le système climatique? Quels sont les risques? Que peut-on faire? Un mot sur le GIEC. Le GIEC a été créé il y a un peu plus de 25 ans. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC en français, IPCC en anglais. Il a été créé par les Nations Unies pour non pas faire de nouvelles recherches sur les changements climatiques, mais faire d'une certaine manière quelque chose qui est plus original, à savoir faire de manière très structurée et très rigoureuse l'évaluation de l'état des connaissances à propos de toutes les dimensions des changements climatiques. Le GIEC est divisé en 3 groupes de travail. Le premier s'intéresse aux aspects physiques, aux mécanismes physiques. 200 auteurs ont travaillé sur le dernier rapport. Ils ont produit 2000 pages. Ils ont pris en compte, au cours de 3 cycles d'écriture, de commentaires et de réécriture, plus de 50 000 commentaires. Ce sont des chiffres du même ordre de grandeur pour les 2 autres groupes de travail. Le deuxième groupe de travail a travaillé sur les impacts, la vulnérabilité et les possibilités limitées, mais qui existent tout de même, de s'adapter à une part des changements climatiques. Et enfin, le 3e groupe de travail s'intéresse à ce qu'on appelle en français l'atténuation. C'est une traduction du mot mitigation que je n'aime pas du tout, parce qu'elle ne dit pas ce que le terme anglais veut dire. Il s'agit en fait des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Alors que se passe-t-il dans le système climatique? J'essaie de répondre à la première caractéristique de ce qui justifie les initiatives locales. Donc quel est le problème? Eh bien, ce qui se passe, comme je pense à peu près tout le monde, sauf qui aiment garder la tête dans le sable, mais ils finiront par avoir trop chaud aussi, le savent, le climat est en train de se réchauffer. Vous voyez ici les tendances depuis une centaine d'années. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Là où c'est blanc, c'est pas que ce n'est pas chaud, c'est là où il n'y a pas assez de données depuis... pour parler de la tendance depuis le début du XXe siècle. En moyenne mondiale, l'augmentation est d'un petit peu moins d'1 degré. Elle est plus forte sur les continents que sur les océans. Elle est plus forte aussi quand on s'approche des régions polaires, en particulier dans l'hémisphère nord. Quand on regarde l'évolution dans le temps, qu'on regarde les moyennes de 10 ans en 10 ans, on voit que les 3 dernières décennies ont été successivement les plus chaudes à la surface de la Terre depuis 1850, et que la dernière période complète de 30 ans, on définit d'habitude le climat sur une période de 30 ans, eh bien cette période est probablement, en tout cas pour l'hémisphère nord, parce qu'on a beaucoup plus de données dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, probablement la période la plus chaude au cours des 1400 dernières années, à l'échelle donc de l'hémisphère. Il y a bien d'autres signes
que la température, que le climat est bien en train de changer. Par exemple, les glaciers sont presque tous en train de reculer. Il y a quelques rares exceptions pour des raisons locales. Regardez ce glacier ici en Alaska, par exemple, tel qu'il se présentait en 1961 et tel qu'il se présentait 40 ans plus tard, vu du même endroit, avec un objectif de la même focale. Vous voyez, la différence est assez frappante. Le niveau des mers est en train de monter. Il a déjà monté d'une vingtaine de centimètres, principalement parce que l'eau se dilate quand on la chauffe, mais aussi parce que, comme on vient de le voir, les glaciers fondent et donc rajoutent de l'eau aux océans. Pourquoi est-ce que ces changements se produisent? Eh bien maintenant, c'est clair. C'est beaucoup plus clair aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est principalement parce que la concentration en certains gaz qui piègent la chaleur, et le principal de ces gaz, c'est le CO2 produit par les activités humaines, principalement la combustion des combustibles fossiles, augmente dans l'atmosphère. Comme vous pouvez le voir ici pour les 50 dernières années, la concentration, c'est-à-dire le pourcentage dans l'atmosphère, et quand on prend du recul par rapport aux données, qu'on regarde l'évolution de ces données au cours des 800 000 dernières années, ce qui est montré ici, vous voyez à quel point nous sommes aujourd'hui tout à fait en dehors de la gamme de fluctuations observées pendant les 800 000 années qui précèdent la période industrielle. Nous sommes aujourd'hui à 400 parties par million, alors que jamais les valeurs n'ont dépassé 300 pendant quasiment le million d'années qui a précédé la révolution industrielle. On le sait grâce à l'analyse des carottes glaciaires dans la calotte du Groenland et de l'Antarctique. Donc jamais on a eu des concentrations aussi élevées, et le CO2, comme d'autres gaz à effet de serre, est un gaz qui laisse passer le rayonnement solaire, mais qui ne laisse pas passer la chaleur qui est réémise par la surface, donc il fait plus chaud en dessous de la couche de CO2, tout comme dans votre lit, si vous mettez une couverture, il fait plus chaud en dessous de la couverture qu'au-dessus. On est convaincu que c'est bien les gaz à effet de serre qui sont devenus, depuis une cinquantaine d'années en tout cas, le facteur principal qui influence le climat, parce que, bien entendu, toute une série d'autres facteurs ont influencé le climat au cours de l'histoire de la Terre, les volcans, la dérive des continents, la quantité de poussière dans l'atmosphère, que sais-je, les changements dans l'activité solaire, mais depuis 50 ans, le facteur dominant, plus important que tous ces autres facteurs-là, c'est bien l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre. Et une des raisons pour lesquelles on en est convaincu est montrée ici. C'est un diagramme qui rappelle l'évolution de la température. C'est la courbe noire sur le diagramme de gauche. Ne regardons que le diagramme de gauche, si vous voulez bien. Et ce sont deux tentatives de simuler, de reproduire cette augmentation observée de la température. L'une, c'est la zone bleue, rien qu'en ne tenant compte que des facteurs naturels, et l'autre, la zone rose, c'est quand on tient compte dans les modèles climatiques, non seulement des facteurs naturels, les petites variations d'activité solaire, les éruptions volcaniques, mais aussi les facteurs humains, principalement l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre. On voit bien qu'après 1960, à peu près, 1950, 1960, eh bien, les modèles qui ne tiennent compte que des facteurs naturels n'arrivent plus à reproduire les fluctuations de température. Et donc, le GIEC a conclu dans son dernier rapport qu'il y avait plus de 95 chances sur 100 que l'influence humaine a bien été la cause principale, pas la seule, mais la cause principale du réchauffement depuis le milieu du XXe siècle. On peut alors, ayant validé les modèles climatiques de cette manière-là, et d'autres aussi dont je ne vous parle pas aujourd'hui, on peut utiliser ces modèles pour s'intéresser à l'évolution future du climat. Pour ça, on doit faire appel à des scénarios d'émissions, puisque on ne sait pas, personne, absolument personne, ne sait quelle va être l'évolution des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans les décennies qui viennent. Ces émissions seront le résultat des décisions qui seront prises
dans les décennies qui viennent et qui seront notamment prises dans le cadre d'initiatives locales. Donc, par définition, on ne peut pas encore savoir quelle va être la trajectoire d'émissions que nous allons connaître au cours de ce siècle. Et donc, on est obligé de travailler avec des scénarios plausibles, mais qui ne sont que des scénarios. On a une gamme de scénarios, on en a 4 principaux. On les fournit aux modèles climatiques qui permettent alors de calculer, c'est ce qui est montré ici à la droite du diagramme, qui permettent de calculer les 4 gammes d'évolution possibles pour les 4 grands scénarios. Il faut savoir que le scénario le plus élevé, c'est un scénario en quelque sorte business as usual, ou appelez-le après nous le déluge si vous préférez, hein, où on ne prend pas de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et les 3 autres scénarios sont des scénarios où on réduit les émissions suffisamment pour que la concentration, donc le pourcentage en gaz à effet de serre, se stabilise à différents niveaux. Et vous avez alors les 2 courbes qui sont montrées ici, les 2 zones qui sont montrées ici, pour les 2 scénarios extrêmes. Le scénario business as usual qui nous conduit à des augmentations de température proches de 5 degrés au-dessus de la température du début du XXe siècle, dans le pire des cas à la fin de ce siècle-ci, et le scénario qui est associé aux efforts les plus importants de réduction d'émissions qui, dans le meilleur des cas, de manière à parcourir la gamme possible, conduit à une augmentation de température de un petit peu moins d'un demi-degré au-dessus de la température que nous connaissions au début de ce siècle. Alors évidemment, ces températures moyennes se distribuent dans l'espace. On retrouve la même accentuation de l'élévation de température sur les continents. Vous avez le scénario le plus bas à gauche, le scénario le plus élevé à droite, et vous voyez qu'à la fin du siècle, dans le pire des cas, on parle sur les continents, en particulier quand on s'approche des régions polaires, de températures qui atteindraient dans les régions polaires 7, 8, 9 degrés au-dessus, en moyenne annuelle, donc au-dessus des températures du début du siècle. Donc ce sont des changements tout à fait considérables, avec des effets évidemment sur notamment l'agriculture, dont Olivier de Scutter parlera tout à l'heure. Ce sont aussi des changements dans les schémas des précipitations, le schéma des pluies, avec des zones qui vont connaître plus de pluie, c'est notamment le cas du nord de l'Europe, et au contraire, tout le bassin méditerranéen, par exemple, y compris le nord de l'Afrique, dont on s'attend à ce qu'il devienne en moyenne plus sec. Le niveau des mers, évidemment, va continuer à monter. On s'attend à une élévation de température suivant le scénario, et il y a une petite incertitude aussi sur les résultats des modèles. Donc la gamme complète s'étale entre 30 cm et 1 mètre au-dessus des niveaux du début de ce siècle. Ce sont des changements dans la probabilité et dans l'intensité des événements extrêmes, vagues de chaleur, événements de pluie particulièrement violentes. On en a eu quelques exemples chez nous il n'y a pas plus tard qu'au début de cette semaine. Je ne les ai pas vus moi-même parce que j'étais au Mexique à ce moment-là, mais quand je suis revenu, tout le monde parlait de cela. Donc j'imagine que ça a dû être très, très intense. Ce que le rapport du groupe 1 du GIEC a également montré, c'est que, entre parenthèses, et ce n'est pas tout à fait innocent, au Mexique aussi, au même moment, il y a eu des inondations violentes, aussi à cause de pluies très violentes qui ont détruit des dizaines et des dizaines de maisons et causé énormément de problèmes. Il faut savoir que dans un climat qui est plus chaud, il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. S'il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais quand les conditions sont réunies pour qu'il pleuve, les quantités d'eau qui peuvent tomber en un quart d'heure, une demi-heure, une heure, peuvent être beaucoup plus importantes que s'il y avait eu moins de vapeur d'eau disponible. Donc l'intensification des pluies et l'intensification des précipitations sous toutes les formes, y compris de neige, tant qu'il fait suffisamment froid pour avoir de la neige, peut se comprendre à la lumière du réchauffement du climat. Alors, un des éléments importants que le dernier rapport du GIEC a mis davantage en lumière que les rapports précédents, c'était que c'était le total des émissions de CO2 en particulier. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine. Il y a d'autres gaz à effet de serre qui jouent un rôle aussi, le méthane, le N2O, etc. Mais le principal, grosso modo 80% du total, c'est le CO2. C'est bien le total des émissions depuis qu'on a commencé
a brûlé massivement du charbon, du pétrole, du gaz au début de la révolution industrielle. Enfin, le gaz est venu plus tard, mais du charbon, et puis plus tard du pétrole, et puis encore plus tard du gaz. C'est le total cumulé depuis ce moment-là qui influence la température. C'est ce que montre ce diagramme. Vous avez sur l'axe horizontal ces émissions cumulées, qui est évidemment nulle, grosso modo, en 1850, à peu de choses près, ou très faible en tout cas. Et l'axe vertical montre l'augmentation de température. Et vous voyez qu'il y a une relation qui est presque linéaire entre le total des émissions depuis le début de la révolution industrielle et l'élévation de la température en moyenne mondiale. Or, on a, et je vais vous parler des risques dans un instant, on a maintenant un objectif clair suite à la conférence de Copenhague en 2009, où chefs de gouvernement et chefs d'État ont décidé qu'il fallait absolument tout faire pour réduire les émissions de telle manière à ce que l'élévation de température ne dépasse pas 2 degrés au-dessus de la température pré-industrielle. Alors, avec cet objectif, qui est l'objectif officiel de la communauté internationale maintenant, bien, on peut voir facilement quelle est la quantité totale de 2 degrés, c'est ici. On peut donc, grosso modo, voir que c'est de l'ordre de 1000 milliards de tonnes de carbone, un petit peu moins de 4000 milliards de tonnes de CO2 que l'on peut, entre guillemets, émettre si on veut rester en dessous de 2 degrés. Et toute tonne qui sera émise au-delà de cette quantité-là sera une tonne qui fera dépasser le seuil qui a été décidé à Copenhague. Alors, il y a quand même 2 remarques importantes à faire maintenant. C'est que d'une part, il n'y a pas que le CO2, hein, il faut laisser un peu de place à l'effet des autres gaz à effet de serre. Donc quand on tient compte des autres gaz à effet de serre, ce n'est plus 1000 milliards de tonnes de carbone, c'est 800. Et l'autre remarque, l'autre chiffre à avoir en tête, c'est qu'on en a déjà émis 550. Il n'en reste donc plus que 250. Alors, quand on sait qu'on en émet aujourd'hui un petit peu plus de 10 par an, ça fait comprendre l'urgence des réductions d'émissions à grande échelle et de manière très, très ambitieuse. Parce qu'effectivement, il y avait de bonnes raisons de décider à Copenhague, que les décideurs politiques décident à Copenhague de limiter le réchauffement à 2 degrés. Et je vais dire quelques mots maintenant sur les risques. Regardons cette courbe qui montre l'évolution de la température en moyenne mondiale depuis 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, c'était un moment, ce qu'on appelle le pic de la dernière glaciation. La Terre ressemblait à ceci. Il y avait entre 2 et 3 km de glace sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe. Tellement de glace là que le niveau des océans était 120 mètres plus bas. La différence entre la température de cette planète-là et celle d'aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, c'est seulement 4 à 5 degrés. 4 à 5 degrés qui ont été gagnés, comme le montre cette courbe-ci, en à peu près 3000 ans. Il a fallu à peu près 3000 ans, il y a une dizaine de milliers d'années, pour gagner ces 4 à 5 degrés. Et la température est alors restée très stable pendant 8 à 10 000 ans. C'est toute la période pendant laquelle et l'agriculture et les civilisations se sont développées. La température est restée stable à, j'arrondis les chiffres, plus ou moins 1 degré en moyenne mondiale. Et on parle de quitter cette zone de confort, entre guillemets, confortable pour l'agriculture et qui était le contexte du développement des civilisations. On parle de quitter cette zone-là, non pas en 3000 ans, mais en 100 ans. Puisque potentiellement, l'augmentation de température d'ici la fin de ce siècle atteindrait près de 5 degrés, à peu près autant que la différence entre cette planète-ci et cette planète-là. Donc les changements sont gigantesques. Alors je vois que le temps passe très vite, c'est toujours comme ça, il passe un peu plus vite que je ne le voudrais. Donc je vais passer sans doute assez vite sur la description de certains des éléments liés à ces risques. Je crois que je peux me le permettre parce que tout le monde sait bien que l'intensification des pluies, l'élévation du niveau des mers favorise les inondations. Tout le monde sait bien que ce sont les populations les plus pauvres, les plus vulnérables qui sont les principales victimes de ces changements climatiques.
Mais personne n'est à l'abri. C'est aussi bien les agriculteurs africains que ceux qui ont, dans les pays développés, des infrastructures dans les régions côtières qui sont soumises au risque. Ce sont des effets qui concernent le monde entier, comme cette carte des impacts observés déjà attribués au changement climatique le montre, avec des impacts dans tous les domaines, aussi bien les ressources en eau que l'agriculture, que l'habitat, que la probabilité d'avoir des feux de forêt, par exemple. Illustration de l'effet du niveau des mers sur le delta du Nil, par exemple. Vous avez 10 millions de personnes qui habitent dans la zone rouge. La zone représentée en rouge ici est une zone qui se trouve à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la Méditerranée. Donc ce sont des conséquences potentielles pour des millions et des millions de personnes si le niveau des mers monte ne fût-ce que de quelques dizaines de centimètres. Ce sont aussi des impacts, des conséquences qui risquent d'augmenter au fur et à mesure que le climat continue à évoluer. Et donc, le GIEC a résumé dans son deuxième volume, le volume produit par le groupe de travail qui s'intéresse aux impacts et à la vulnérabilité, les 5 principaux motifs de préoccupation pour les changements climatiques. Ils sont montrés ici. Et vous voyez que la graduation du risque en fonction de l'augmentation de température, et le thermomètre de droite prend comme référence la température pré-industrielle, nous amène, quand on est aux alentours de 2 degrés d'augmentation, d'après cette évaluation qui a été faite pendant 3 ans avec énormément de rigueur et de précaution, à entrer dans la zone de risque élevé et pour certains paramètres de risque très élevé. Alors, que faut-il faire en termes d'émissions globales pour rester dans la zone qui permet d'être sur le scénario le plus bas, qui est le seul qui permet d'atteindre avec une probabilité supérieure à 2/3, qui n'est pas encore une probabilité très élevée, c'est le seul scénario qui permet de rester en dessous de l'augmentation de 2 degrés, eh bien, il faudrait, si on veut suivre cet objectif-là, suivre la courbe qui est représentée en bleu, ici en bleu foncé. Et cette courbe, et là on s'approche de la deuxième question, et ne vous inquiétez pas, j'ai passé beaucoup de temps sur la première question, ça va aller beaucoup plus vite pour les questions suivantes. C'est une courbe qui montre les émissions mondiales, et cette courbe croise le zéro bien avant la fin du siècle. C'est évidemment un défi formidable, puisque aujourd'hui ces émissions sont en croissance et on parle ici de la nécessité, si on veut rester en dessous d'une augmentation de 2 degrés, d'arriver à des émissions globalement nulles et même négatives avant la fin du siècle. C'est un défi formidable. Alors, on en est là, à la deuxième question, caractéristique des initiatives locales qui ne trouvent pas de réponse prévue par la collectivité. Si on compare la courbe que je viens de vous montrer à celle-ci, qui est le détail de l'augmentation des émissions au cours des 40 dernières années et l'accélération au cours des 10 dernières années par rapport aux 30 années qui précèdent, on se rend bien compte que la réponse n'a pas encore été à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Et je peux déjà arriver à la troisième caractéristique des initiatives locales relevées par Crédal dans son document, pour lequel une réponse adéquate mais audacieuse est envisagée. On ne l'a jamais fait. Mais effectivement, on n'a jamais fait. Et pourtant, dans sa réponse à la troisième question du GIEC, cette fois-ci, que peut-on faire, il y a des éléments qui sont finalement très optimistes, en tout cas très optimistes sur le papier, à savoir cette phrase-ci qui dit « De nombreuses études basées sur des scénarios confirment qu'il est techniquement et économiquement faisable », ça c'est la bonne nouvelle tout de même, de garder le réchauffement sous la barre des 2 degrés avec une probabilité supérieure à 2/3. Ces scénarios sont caractérisés par une amélioration rapide de l'efficacité énergétique et un quasi-quadruplement de la part des sources d'énergie bas carbone renouvelables, Bernard Delville en parlait tout à l'heure, nucléaire, capture et stockage du carbone provenant de combustibles fossiles ou de bioénergie. Le GIEC ne se prononce pas sur... ce serait des jugements de valeur qui n'a pas le mandat de faire sur les avantages et les inconvénients de chacune de ces techniques. Par contre, il relève les avantages et les inconvénients tels qu'ils sont reflétés dans la littérature et met tout cela sur la table des décideurs d'une manière intéressante politiquement, mais sans faire les choix à la place des décideurs et des citoyens. De telle manière à ce que cette part des sources d'énergie bas carbone atteigne 60%
en 2050. Donc l'ampleur du défi est, je pense, assez marquée par les risques que nous voulons éviter. Ces chiffres qui ont été montrés, je vais sauter les dernières dias, mais vous pouvez les avoir sur ma page web dès lundi si vous souhaitez. Ce qui est très clair, c'est que plus on attend pour inverser la courbe, plus ce sera difficile de rester dans ce budget d'émissions cumulées totales inférieur à 800 milliards de tonnes de carbone. Et j'en arrive alors à la dernière caractéristique des initiatives locales, qui est portée par des gens inspirés. Alors ça, c'est peut-être la question la plus difficile, mais peut-être pas ici, parce que je vois ici plein de gens inspirés. Merci pour votre attention.